Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi 15 septembre et donc vous verrez cette vidéo mercredi. Je vous raconte un peu mes lectures terminées de la semaine dernière, celles qui sont toujours en cours et celles que je vais commencer cette semaine. Allez, c'est parti, on part pour les lectures terminées. Donc la semaine dernière, j'avais deux lectures communes. Une sur l'application lecture commune avec une fille que je ne connais pas mais avec laquelle on a bien discuté quand même sur le bouquin qu'on lisait ensemble. C'est Hortense de Jacques Expert et je vous avais raconté que je l'avais trouvé dans une boîte à livres en vacances. Et la quatrième de couverture me faisait vraiment envie. L'auteur, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais lu de livre de sa part. Donc je me suis dit, ça peut être sympa. Un thriller, en plus en ce moment j'aime bien lire des thrillers, donc il y avait tout pour que ça puisse réussir, pour que ça puisse matcher, que ça passe bien quoi la lecture. On a fait donc la lecture commune sur une semaine, ça s'est super bien passé et franchement j'ai beaucoup aimé le livre. C'est une histoire vraiment très palpitante, très rythmée, dynamique, ça y a pas de souci là-dessus, ça passe super vite et en fait on est dans une histoire où on a en 1993 Sophie qui est folle d'amour pour sa fille Hortense qui a presque 3 ans et qu'elle élève seule et un jour son ex-compagnon va venir et lui prendre sa fille. Elle ne va plus jamais la revoir, elle va la chercher pendant des années et des années, la police va faire des enquêtes, tout ça mais rien ne va vraiment aboutir et donc elle ne vit plus réellement parce qu'elle est tout le temps à chercher sa fille. Elle est un peu dans le déni en fait et c'est très compliqué pour elle, donc elle se recroqueville sur elle-même, elle a quasiment pas d'amis, au travail elle y va juste mais elle rentre après chez elle, elle se fait pas d'amis avec les collègues alors qu'ils l'ont aidée, ils l'ont soutenue au début pour chercher sa fille, ils ont mené plein d'actions tout ça mais au bout d'un moment elle s'est un peu retirée de tout ça parce qu'elle en pouvait plus et donc c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait on a une vision des choses de la part de Sophie et dans tout ce que je viens de dire on est ensuite en 2015 donc bien plus tard. Et en fait, Sophie croit avoir aperçu sa fille dans la rue. C'est une fille qui va lui ramasser son parapluie qui va tomber lorsqu'il y aura une poussée de vent. Et elle va dire mais c'est ma fille. Et donc elle va la suivre, elle va essayer de voir où elle va. Et à partir de là, elle va essayer d'épier ses gestes, de savoir où elle travaille, qui elle est, comment elle s'appelle, tout ça. Et elle est persuadée au fond d'elle que c'est sa fille et elle va tout faire pour essayer de lier une sorte de relation avec elle pour pouvoir ensuite lui dire tu es ma fille. On recommence où on s'est arrêté ensemble et donc c'est très prenant et en fait on est beaucoup sur il y a un peu ce côté psychologique quand même de Sophie où on se demande si elle est vraiment elle a toute sa tête, il y a des gens qui disent qu'elle n'a pas toute sa tête, qu'elle est folle, donc parce qu'en fait on a une vision de l'ensemble par Sophie. Ensuite on aura Hortense, la fille qu'elle pense être sa fille, est-ce que c'est sa fille ou pas? Donc on aura sa vision aussi quand elles vont commencer à discuter ensemble, tout ça. Et on a aussi entremêlé entre tous ces chapitres des résumés d'interrogatoires de personnes de l'entourage de Sophie par rapport à cette histoire, cet enlèvement qui est apparu des années plus tôt. Mais je vais pas vous en dire plus parce qu'après je risque d'en dire trop. Franchement, c'est une histoire très prenante. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez un peu des histoires qui peuvent vous retourner un petit peu le cerveau, n'hésitez pas à aller le lire. Je vois que c'était aussi un prix des lecteurs 2017. Je comprends un peu pourquoi, parce que franchement, je trouve qu'il y avait tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Et puis la fin, elle nous laisse tellement dans des questions, des questionnements que c'est... Ouais. Franchement, je vous encourage à le lire. Et j'ai terminé hier Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. J'imagine que vous connaissez tous, même si vous n'avez pas forcément lu, mais vous avez peut-être vu il y a eu tellement d'adaptations au cinéma, tout ça, des séries aussi. Donc c'était 2 histoires, Une étude en rouge et Le signe des 4. Moi j'ai préféré la première histoire. Bon après c'est juste subjectif, mais j'en dis pas trop sur les 2 histoires parce que j'oublie assez vite quand même tous les trucs. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est un peu le fait que les policiers vont mener des enquêtes et il y a plein de choses qu'ils ne vont pas repérer et du coup souvent ces policiers vont aller voir Sherlock Holmes pour demander on n'a pas réussi à faire ça, est-ce que toi t'as pas vu des choses? Et donc lui il va repérer plein d'indices que les autres ne vont pas voir et ce qui est vraiment intéressant par rapport à la première histoire, celle que j'ai préférée, c'est qu'on en apprend un peu sur comment il en est arrivé là à détecter plein de choses que les autres ne vont pas voir, ne vont même pas supposer, et c'est vraiment intéressant
intéressant. Puis on sait aussi dans cette première histoire comment Sherlock Holmes et le docteur Watson vont se rencontrer et vont ensuite vivre ensemble. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que moi ça faisait longtemps que j'avais pas forcément lu ou en tout cas regardé du Sherlock Holmes, donc il y avait plein de choses que je me rappelais pas tout simplement. Donc c'était sympa, l'histoire est bien, la plume elle est fluide. La deuxième histoire c'était donc vraiment on était plus centré sur une histoire, quelque chose qui est arrivé, un meurtre, et puis ça tournait autour de ça. Tout l'arrière-plan avec Watson et Sherlock Holmes était déjà placé dans la première histoire. Mais c'est pour ça que moi j'ai plus préféré la première histoire. Voilà. Donc c'était vraiment sympa de pouvoir l'avoir lu et je suis contente. Je vous encourage à le lire si jamais vous êtes un peu nostalgique de Sherlock Holmes. Au niveau des e-books, j'ai terminé La Honte de Arthur. Je vous remets encore ici parce que j'ai pas encore Tuominen, un truc comme ça. Donc c'est un thriller finlandais. En ce moment, ça va. Cette année, j'ai lu quelques auteurs du Nord, Suède, Finlande, que j'en lisais vraiment très peu avant, où je faisais pas forcément attention au nom des auteurs. Mais là, du coup, c'était vraiment une histoire très prenante. Je l'ai lu quand même sur un temps un petit peu long, tout simplement parce que c'est en e-book et les e-books, je les lis en général que le soir en allant me coucher. Et ces derniers temps, quand j'allais me coucher, je m'endors mais très vite au bout de 3-4 pages. Donc forcément, un livre qui fait presque 400 pages, ça se lit lentement. Si j'en lis que 4-5 par soir. Mais franchement, j'ai bien aimé. Donc au niveau des personnages, je m'étais bien trompée dans le nom des personnages la fois dernière, mais là ça va. Juste pour planter le décor, on a Laura, une jeune fille de 13 ans qui disparaît et qu'on va retrouver morte. Et donc il y a toute l'affaire qui va tourner autour, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, tout ça. J'ai trouvé forcément le meurtrier et on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que ce n'est pas un cas isolé, il y a d'autres filles qui ont disparu bien avant elle et qui ont été retrouvées ou pas, et on a l'impression que l'affaire peut être reliée. Donc les policiers en charge de l'enquête vont essayer de mener un peu justement une investigation par rapport à ça. Donc la flic qu'on va voir le plus, c'est Linda. Voilà, Linda qui a aussi une fille de 13 ans au collège où Laura est allée, et en fait elle se côtoyait un petit peu, donc forcément la flic elle est assez imprégnée dans l'enquête, elle se sent encore plus concernée parce qu'elle se dit ça pourrait arriver à ma fille. Donc Linda va mener son enquête, et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on voit un peu Linda, comment elle est, pourquoi sa personnalité elle est comme ça, d'où ça vient. On va avoir des flashbacks sur son adolescence à elle, comment elle était à cet âge-là, ce qu'elle faisait, pourquoi elle est flic aujourd'hui, alors que elle n'était pas du tout destinée à ça. Et c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé son personnage à elle. Je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment bien. Et en fait, c'est marrant parce que l'une d'entre vous, Mélanie, a lu aussi le bouquin et elle a beaucoup aimé. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre ton point de vue encore dans la description, dans les commentaires. Elle me disait qu'elle voulait savoir un peu pourquoi ce titre, La Honte. Et du coup, quand elle m'avait dit ça, c'est resté dans ma tête. Et à chaque fois que je continuais à lire le roman, je me disais pourquoi la honte, la honte. Et en fait, il y a eu certains endroits où on mettait ce mot-là, et en fait c'est très bien parce qu'en fait on voit un peu que des comportements de certaines personnes peuvent faire honte à d'autres. Moi je vais faire des actes qui vont peut-être faire honte à quelqu'un, mais je m'en ficherai un peu, mais la personne elle, ça va la saouler, elle va avoir honte de mes actes. Voilà, et c'est un peu dans tout ça, il y aura. Dans ce roman, c'est un peu ce genre de choses. En fait, je trouve que le côté psychologique est vraiment bien aussi mené dans ce roman-là. On en apprend beaucoup sur certains personnages. Et après, j'ai lu à la fin du roman que, en fait, c'est une sorte de série. Il y a plusieurs romans sur 5 personnages des policiers, je crois. Donc il y a Linda, il y en a d'autres. Par exemple, à un moment donné, on a eu juste un petit extrait, quelques pages sur un flic en particulier de cette affaire aussi, où dans son côté familial en fait il y a eu des soucis, et c'était aussi intéressant. Moi j'aime toujours en fait quand je lis des polars, des thrillers, ce genre de choses, j'aime bien aussi quand on a un peu la vie personnelle des personnages principaux qui mènent l'enquête, quoi. C'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'on s'immerge encore, j'ai l'impression en tout cas moi de m'immerger encore plus dans l'affaire, parce que on rentre dans le personnage, dans sa vie
pas juste sa vie professionnelle, mais aussi dans tout le reste en fait, dans sa vie personnelle, et on essaie de comprendre un peu mieux qui il est, pourquoi il agit ainsi, et c'est vraiment vraiment bien. Bref, toute cette histoire donc elle est vraiment géniale, et donc j'en dis pas plus, mais voilà, ce n'est pas un cas isolé, le rat, et on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire que c'est bien plus complexe que ça en fait l'histoire. Et franchement, j'ai bien aimé cette histoire. C'était une très très bonne lecture, et je pense que je lirai du coup d'autres romans de cette série sans problème. Après, j'ai écouté des livres audio. Alors qu'est-ce que j'ai terminé la semaine dernière que j'avais bien aimé? Ah oui, c'est vrai. Voilà, je me rappelle. La semaine dernière, j'ai écouté un livre audio qui est L'espoir sur le rivage de Nathalie Debroc. Je ne pense pas avoir lu d'autres romans de cette autrice, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, le thème principal, c'est tout ce qui est violence conjugale. Donc, on est dans une petite ville, je pense, en Normandie. Et on a notre personnage principal, dont j'ai oublié le prénom, super. Je l'ai entendu pendant des heures, et évidemment là, je ne sais plus vous le dire. Donc une femme qui avait tout pour réussir, une jeune, belle femme, qui faisait des études, qui est partie au Japon, qui avait des idées pour le futur, tout ça. Elle a rencontré un homme donc durant ses études, et donc vite après, ils se sont mariés. Il s'avère que quelques mois après leur mariage, son mari a commencé à devenir un peu brutal avec elle, donc dans les mots, dans les comportements, puis tout doucement, il a commencé à la frapper. Et donc elle, au début, elle était assez, choquée, tout ça, mais en fait, elle a tout de suite été dans ce comportement, c'est de ma faute, elle commençait à se culpabiliser, elle se disait, s'il est comme ça avec moi, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, et etc., etc. Et en fait, l'engrenage a commencé à se mettre en place, et donc ce cercle vraiment vicieux a bien pris place dans sa vie, et elle n'arrivait plus à en sortir. Donc en fait, elle vivait vraiment recroquevillée un peu sur elle-même. Son mari, insidieusement, il faisait en sorte qu'elle prenne des distances avec ses amis, avec sa famille, tout ça, pour vraiment qu'elle se retrouve seule à la maison, et que lui, il puisse faire tout ce qu'il voulait sur elle, quoi. Et donc lui, c'est le gars qui a un super bon métier, qui est très bien vu, tout le monde dit qu'il est bien, qu'il est super gentil, toujours avenant, sociable, et d'autres choses encore bien, encore toujours positives. Bref, il y a toujours zéro chose négative à dire sur lui, et personne ne peut imaginer ce qu'il fait à la maison avec elle. Et donc on en apprend beaucoup sur leur quotidien, comment ça se passe, tout ça. Un jour, il va arriver quelque chose dans leur vie. En fait, l'histoire, elle commence vraiment sur le fait qu'elle se retrouve à l'hôpital, elle est un peu amnésique, elle ne sait plus trop rien sur sa vie. Elle a oublié énormément de choses, et pour elle, elle est tombée dans l'escalier, et son mari est là, il est à côté d'elle, et il veut qu'elle revienne à la maison, tout ça. Et elle, en fait, elle a tellement oublié le négatif que elle a envie de retourner chez son mari à la maison et recommencer comme avant, et elle se rend pas compte en fait que si elle est à l'hôpital, c'est peut-être pour autre chose. Et c'est vraiment intéressant ce bouquin-là, parce que il va se passer pas mal de choses. En fait, on va voir son comportement à elle, sa manière de penser, donc vraiment tout le côté psychologique du personnage, sa manière de rester ancrée dans ses mensonges, sa manière d'essayer de s'en sortir, et les gens qui seront un petit peu autour d'elle, qui vont essayer de l'aider à sortir. Franchement, j'ai énormément aimé. Donc là, c'était vraiment un livre audio, et pour le coup, franchement, j'ai bien aimé la personne qui a lu. C'était bien. Il y a des livres audio, parce qu'en fait, moi je lis vraiment les livres audio qui sont inclus dans l'abonnement, donc on les paye pas, en plus c'est pas des crédits en fait, et du coup parfois les voix ne sont pas terribles, et cette histoire-là franchement elle était super bien, j'ai bien aimé en fait écouter. Donc j'en dis pas plus, mais franchement si vous voulez en apprendre un peu plus sur la violence conjugale, un peu ce que ça fait dans la tête de la personne qui subit la chose, c'est vraiment super intéressant. Et c'est vrai que des fois on se dit mais pourquoi elle fait ça, pourquoi elle parle comme ça, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça, et pourquoi elle arrête pas, pourquoi elle sort pas, pourquoi elle s'enfuit pas. Et en fait on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça. Il y a vraiment un truc qui s'est mis en place dans leur tête, des mensonges, tout ça. Il y a un cycle, j'ai lu un autre bouquin d'ailleurs que je vais vous parler juste après, qui en parle un peu de ça, mais d'un autre côté. C'est ça qui est intéressant. Et en fait,
Enfin, quand t'es dans un cycle, c'est super compliqué d'en sortir. Et donc, en gros, si t'as quelqu'un qui vit ce genre de choses à côté de toi, bah, juste lui dire enfuis-toi, je vais t'aider, c'est pas forcément ça qui va peut-être sauver la fille, la personne. Il y a vraiment plus, en fait, c'est tellement ancré dans la personne que c'est très difficile à faire en sorte qu'elle s'en sorte comme ça d'un seul coup. C'est vraiment un gros travail à faire, quoi. Voilà pour ce livre-là. Et d'ailleurs, je vais juste faire la transition sur l'autre bouquin qui parle un peu de ça. C'était une BD. C'était une BD que j'ai lue via la plateforme NetGalley et qui s'appelle Nos pères, nos frères, nos amis. Alors c'était d'abord un essai qui a été écrit donc par la personne qui a fait la BD aussi. Alors je cherche les noms. Mathieu Palin, voilà. Et donc les illustrations, j'imagine, c'est Valentin Maréchal. Donc là c'était aux éditions Steinkiss, moi ce que j'ai lu. Et donc à l'origine c'était un essai en fait. Donc ils ont mis en BD. Et ce qui était intéressant en fait dans cette BD là, c'est qu'on voyait une histoire au début en fait avec une fille et un gars qui était chez eux. Donc bon, alors pour placer le décor, la fille, elle a trompé le gars. Elle a voulu lui dire, pour être honnête, et lui dire, voilà, c'est fini, je vais pas recommencer tout ça. Le gars, il s'en est... il était dégoûté de tout ça, donc il s'en est pris à elle, il a commencé à la taper. Donc là, elle a été défigurée, tout ça, elle est partie de chez elle, et elle avait un voisin de palier qui est un flic et qui lui a dit, il faut surtout pas que tu retournes chez toi. Enfin, s'il l'a fait, c'est qu'il va recommencer. C'est pas un acte anodin et c'est pas quelque chose qui va... ça va pas être juste ponctuel une fois et ça se reproduira plus. Non, c'est vraiment quelque chose... la personne, c'est plus fort qu'elle. Si elle l'a fait une fois, elle le fera d'autres fois. Et donc après, en fait, on arrive dans le fait qu'il y a un gars qui va faire des enquêtes et qui va aller dans des associations où les personnes qui ont fait des actes de violence sur leur concubine doivent faire des stages. En fait, c'est un peu comme une étape avant d'aller en prison. Et on va se rendre compte que toutes ces personnes-là, elles sont souvent dans le déni. Quand on leur dit que avoir frappé la femme ou dit des choses horribles sur elle et plein d'autres choses comme ça, c'est de la violence conjugale. Et eux, ils se rendent pas compte. Ils se disent non, c'est moi la victime. Elle a dit ça, elle a fait ça. Moi, j'ai juste répondu. Bref, c'est beaucoup de choses comme ça. Et après, on en parle aussi dans la BD, c'est que souvent, donc la grosse catégorie de personnes qui sont dans ces associations-là, ce sont des hommes qui viennent d'un milieu social qui n'est pas très élevé, qui n'est pas aisé. C'est plutôt les gens vraiment, de classe sociale moyenne et même bien plus bas que la classe moyenne, quoi. Et pourtant, on sait que c'est pas que cette catégorie de personnes-là qui battent leurs femmes. Il y a beaucoup de personnes aussi dans les milieux aisés, mais c'est souvent protégées entre guillemets. On va pas les histoires en gros, on va moins les voir alors qu'elles sont très présentes aussi. Et moi, ce que j'ai bien aimé en fait, c'est vraiment ce côté des hommes. Comment ils perçoivent les choses, comment ils perçoivent ce qu'ils ont fait. À leurs concubines, tout ça. Et c'est vraiment... je trouve ça interpellant, en fait. Tu dis, on est quand même dans un truc de fou parce que eux, ils sont complètement souvent dans le déni. Ils se rendent pas compte de l'énormité de la chose et c'est assez fort quand même. Donc j'ai bien aimé cette BD, ça explique pas mal de choses. Et puis le journaliste qui a fait vraiment beaucoup d'enquêtes, tout ça, il montre aussi à la fin quelques chiffres que là, ces dernières années, ça a un peu diminué par rapport à il y a 3-4 ans. Mais c'est quand même encore... les chiffres, je les ai plus là, c'est dommage. Mais c'est encore bien élevé et il y a énormément de familles, de couples qui sont dans ce schéma-là et c'est pas quelque chose de bon, quoi. Et donc quand il parlait de ces gars, en fait, souvent ils ont eu un passé, un arrière-plan familial mais complètement catastrophique, en fait. Et en gros, souvent on reproduit un peu ce qu'on a vécu. Si nos parents étaient déjà dans une spirale comme ça, à se chamailler pour plein de choses, l'un ou l'autre battait l'un ou l'autre, forcément l'enfant souvent reproduit ça. Et du coup, il y en a qui ont peur de reproduire ce qu'ils ont vu chez leurs parents plus tard. Donc c'est vraiment, c'était très intéressant, j'ai bien aimé. Je vais passer aux lectures en cours et si je reste sur l'application NetGalley, parce que j'avais pris pas mal de bouquins là-dessus, j'ai commencé Écrit notre histoire de Tilly Cole. Donc si vous ne savez pas, c'est celle qui a écrit 1000 baisers pour un garçon. Je peux vous montrer, j'ai le livre là que j'ai lu. Alors... c'est celle qui a écrit 1000 baisers pour un garçon qui a été très plébiscitée sur les réseaux sociaux
et qui a fait aussi une suite 1000 morceaux de cœur brisé que j'ai toujours pas lu, j'ai acheté récemment. Et donc 1000 baisers pour un garçon, c'est vraiment une histoire très triste où en fait on a une fille qui a une maladie très grave et donc on va suivre un peu son histoire d'amour avec son copain et on va voir que c'est très 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 compliqué lorsque l'un d'entre eux est vraiment dans une maladie où il n'y a pas forcément de traitement adapté. Donc ça fait pleurer, il faut prendre les mouchoirs. Et donc l'histoire que je suis en train de lire sur NetGalley, écrit notre histoire, c'est un peu dans le même genre, j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup écrire sur ces thèmes-là. Donc on est dans une histoire où en fait on a une fille qui a une maladie, donc elle a 17 ans et la leucémie, une leucémie avec un drôle de nom à côté, et en fait elle a fait énormément de traitements et aucun ne fonctionne. Donc là elles sont complètement brisées, elle et ses parents, elle est un peu deg parce qu'il y a plein de choses qu'elle aurait voulu vivre dans sa vie et qu'elle n'a pas pu vivre. Et un jour le médecin les rappelle pour leur dire écoutez, il y a une place qui s'est libérée dans un programme spécifique où ils font des tests en fait pour cette maladie-là et ça peut être en gros le traitement de la dernière chance, peut-être que ça pourrait fonctionner. Et en gros, après ce traitement-là, si jamais ça marche pas, tant mieux, elle va pouvoir vivre. Mais si ça marche pas, il y aura vraiment plus aucune issue et elle devra attendre juste la fin. Elle mourra peu de temps après, quoi. Donc c'est une histoire forcément triste qui, j'ai déjà eu quelques larmes aux yeux, j'avoue, mais où elle va être dans un encadrement, où elle sera avec d'autres jeunes de son âge, donc elle sera dans un petit, ils seront 8 je pense, et puis elle sera un petit peu dans un cocon avec 3 autres où ils vont être un peu toujours ensemble et ils vont s'entraider les uns les autres, surtout mentalement par rapport au traitement qu'ils vont subir. Donc là j'en suis vraiment dans les 50 premières pages où ils arrivent dans cet endroit-là, ils font connaissance les uns avec les autres et ils vont essayer de s'encourager pour le traitement qui vont suivre les jours d'après, les semaines qui vont suivre après. Donc c'est vraiment intéressant, l'écriture elle est très simple, donc c'est plutôt du roman young adult, où c'est écrit très simplement, donc c'est vraiment bien, c'est très fluide quoi. Après, je suis toujours dans ce roman jeunesse là, donc plus pour des ceux qui savent déjà lire, des 8-10 ans, même un peu plus, des ados. Et donc là, on est plutôt dans un thème sur la piraterie. C'est vraiment sympa. Donc je vais essayer de le terminer pour ce mercredi, pour faire ma chronique sur Instagram. Je pense que j'avais prévu ce livre-là. Donc je vais essayer de le terminer. Donc dans les romans jeunesse chez les éditions Saxo et écrit par Justin son père et c'est vraiment sympa. Il y a celui-ci aussi, La Ronde des Insomniaques de Ariana Secconi, donc il faut que je lise pour Hachette Fiction. C'est un service de presse et en fait j'avais demandé ce livre-là parce qu'on y parle de sommeil et c'est vrai que pendant à peu près 10 ans j'ai eu un sommeil très compliqué, agité où mes nuits étaient vraiment... C'était du grand n'importe quoi, je ne dormais jamais d'une traite, je me réveillais tout le temps, c'était très compliqué. Maintenant c'est bon, c'est résolu. Mais du coup, forcément ça m'intéressait, j'avais envie de savoir un peu comment ça allait être mené dans cette histoire-là. Et étonnamment, je suis un petit peu mitigée par rapport à ma lecture. Je pensais que ça allait me plaire plus que ça et pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc on est ici dans une histoire où on a Aurora qui ne dort plus. Depuis que son amoureux l'a quittée, elle est à Marseille. Elle a pas de projet, elle a pas d'enfant, mais elle a pas vraiment de but dans sa vie. Donc elle enseigne à Marseille sa langue maternelle qui est l'italien. Donc on la voit un peu des fois aller chez les gens et donner des cours. Et sinon, elle a eu un rendez-vous pour aller, se faire examiner par rapport à son sommeil. Donc normalement elle doit passer une nuit dans une clinique, ils vont mettre plein de trucs sur elle, tout ça, et en fait ça lui fait peur. Et le jour où elle a rendez-vous pour ça, donc elle va voir sur le bureau du médecin 3 DVD de personnes qui ont subi la chose, et qu'est-ce qu'elle va faire? Sur un coup de tête comme ça, elle va voler les DVD, et en fait chez elle va un peu les visionner, et elle va essayer de prendre contact avec ces gens-là, elle va se mettre, elle va faire semblant qu'elle est quelqu'un du centre de l'insomnie pour contacter ces gens-là, essayer de comprendre un peu comment ils ont vécu cette nuit-là, pourquoi ils en sont là où ils sont aujourd'hui, pourquoi ils dorment pas, bref, elle va leur poser plein de questions. C'est là où j'en suis arrivée, je suis à peu près à un tiers du bouquin et c'est intéressant, mais je pense que c'est juste la plume qui me décourage un peu. J'ai un peu du mal, je pense, avec la plume, je trouve que c'est un petit peu lourd, mais l'histoire est plutôt intéressante, donc je vais essayer de poursuivre quand même, je vais le terminer cette semaine, mais je suis un peu déçue par rapport à la fluidité, je trouve ça un peu pompeux, quoi. Alors que pourtant, non, c'est pas compliqué à lire, mais je sais pas, il y a un truc qui me...
ouais, j'adhère pas trop en fait à l'écriture, et c'est ça qui est un peu dommage, parce que du coup, je suis un peu toujours sur ma faim quand je le lis, quoi, et c'est un peu dommage. Un livre que j'ai commencé en lecture commune la semaine dernière, que j'ai pas terminé parce que justement j'avais trop de trucs à lire à côté, c'est celui-ci qui me passionne par contre vraiment beaucoup. Donc le tome 6 de la saga de Helen Grace aux éditions 10-18 et de M.J. Harledge. Je peux pas en dire, je peux pas parler de ce bouquin-là dans le sens où ça va spoiler le tome d'avant, et ça va dégoûter certains qui veulent peut-être lire la série. Donc juste, ce que je peux dire, c'est qu'on est toujours dans un thriller où il y aura des affaires de meurtre et il va falloir les élucider, résoudre les enquêtes. On est toujours dans un style narratif où c'est des chapitres très courts de 2 ou 3 pages, et c'est vraiment toujours prenant, rythmé, dynamique. Je peux pas en dire plus, mais voilà. Moi, ce que je peux dire justement, et qui ne va rien spoiler, c'est que j'aime toujours autant. Voilà, c'est le plus important, et je continuerai la série. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je faisais en ce moment au niveau des lectures. Il y en a peut-être une ou deux autres qui traînent en cours de route aussi, que j'ai commencé, mais c'est pas grave, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vais juste vous parler un peu de ce que j'ai reçu la semaine dernière, puis on arrêtera là, je pense, pour aujourd'hui. Je vous mettrai peut-être 2-3 vidéos de ce que j'ai fait la semaine dernière au gîte et autres. Et puis voilà, ce sera terminé pour aujourd'hui. Donc au niveau des réceptions, je ne sais plus dans quel ordre je les ai eues, mais c'est pas grave. En lecture jeunesse aux éditions Milan, donc j'avais demandé mes petits pourquoi sur la maladie d'Alzheimer, et c'est pour les 4-7 ans. Et je pense que ça va être vraiment très 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 intéressant. Je l'ai pas encore lu. Depuis quelques temps, Mamie oublie beaucoup de choses. Elle a une maladie qui s'appelle Alzheimer. Pourquoi les souvenirs s'effacent-ils? Comment faire pour aider Mamie? Avec Gaston, découvre le quotidien d'une famille touchée par la maladie. Ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, écrit par Camille Laurent, illustratrice c'est Marie Gribouille, et donc c'est à partir de 4 ans pour 7,90 €, 32 pages, et il est sorti la semaine dernière, donc le 10 septembre 2025, donc c'est vraiment tout récent. Et franchement, je pense que ça va être vraiment très très informatif, explicatif, ça va être vraiment bien, je pense. Donc j'ai hâte de le lire et de vous faire un petit retour. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais franchement, je sens que ça peut être vraiment bien. C'est toujours délicat de pouvoir parler de ce genre de choses avec des plus petits forcément, mais même avec des adultes. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu par l'agence Gilles Paris, aux éditions Michel Lafon, et écrit par Olivier Norek, le nouveau roman qu'il a écrit, c'est Surface. Hop, donc alors moi, ce sera mon premier Olivier Norek, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas si je vais aimer sa plume ou autre, mais on verra. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Une série écrite par Marie DR, Catherine Touzé, Laura Piani, Gaëlle Bélan, d'après le roman d'Olivier Norek, édition Michel Lafon. Donc moi, j'ai pas vu la série. Je lirai juste la BD, mais dites-moi la BD. Je lirai juste le roman. Dites-moi si vous avez peut-être vu cette série. Est-ce qu'elle est déjà sortie? Je me suis pas renseignée là-dessus, mais j'imagine, ouais. Dites-moi si vous l'avez lu. Il est sorti le 21 août. Le roman à l'origine de la série TV sur France TV. Banlieue parisienne au petit matin. Lors d'une opération de police, un coup de feu en pleine tête. Le capitaine Noémie Chastain a échappé à la mort, mais porte sur son visage les stigmates de ce drame. À Valognes, un des plus petits commissariats de France. C'est là que sa hiérarchie envoie Noémie en convalescence, avec pour mission d'évaluer l'opportunité de fermer cette antenne policière inutile. Un moyen provisoire d'éloigner ce visage meurtri qui symbolise les dangers du métier. Dans la maison qu'elle a louée au bord du lac, Noémie a peu de chances de se reconstruire. Les séquelles physiques et psychologiques du coup de fusil perdurent. La seule chose qui peut la sauver, c'est son métier de flic. Sauf qu'ici, à Avallon, il ne se passe jamais rien. Mais voilà que la squelette d'un enfant disparu 25 ans plus tôt remonte à la surface du lac, enfermé dans un fût. Et ce n'est malheureusement pas le seul secret que recèlent ces eaux apparemment tranquilles. Face à ce cold case que la plupart des habitants d'Avallon se font un devoir d'étouffer, Noémie Chastain exorcisera-t-elle ses propres souffrances? Je peux vous en dire un peu plus sur l'auteur si jamais vous ne connaissez pas. C'est un homme qui a été engagé dans l'humanitaire durant la guerre en ex-Yougoslavie, puis capitaine de police à la section enquête et recherche de la police judiciaire du 93 pendant 18 ans. Olivier Norek est l'auteur de la série Victor Coast, Code 93, Territoire et Surtension, et du bouleversant roman social Entre deux mondes, largement salué par la critique. Avec Surface,
Prix Maison de la Presse, prix Relais, prix Babelio Polar, prix des lectrices de L et prix de l'embouchure. Il nous entraîne dans une enquête aussi déroutante que dangereuse. Un retour aux sources du polar, brutal, terriblement humain et un suspense à couper le souffle. Alors, je suis contente d'avoir lu ça parce que je ne savais pas du tout qu'il était capitaine de police. J'en avais entendu parler de l'auteur, mais je ne savais pas du tout en fait que ça avait été son métier. Donc, je suis contente d'avoir lu ça. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près un mois, ou si vous intéresse, si vous avez déjà lu des livres de sa part. Je sais qu'il y en a un qui avait fait beaucoup d'écho, mais c'était une BD je crois l'année dernière. N'hésitez pas à m'en dire un peu plus sur lui si vous connaissez, parce que moi c'est vraiment de la découverte. Et la dernière réception que j'ai eue la semaine dernière, c'est une BD qui est magnifique, donc aux éditions Grand Angle de Isersol Kos, et ça s'appelle Bordeaux Shanghai. Donc ça va parler un peu de culture. Le plaisir est une affaire sérieuse. Le fils d'un millionnaire chinois est envoyé en France pour s'occuper de la propriété viticole que son père a achetée. Ce qui ressemble à une punition aux yeux de cet enfant gâté se révèle être un cadeau du ciel le jour où il s'éprend de l'œnologue du château. Pour plaire à cette passionnée et accessoirement sauver le domaine en péril, le grand gamin frivole et impatient va devoir apprendre que, pour faire correctement certaines choses, il faut prendre son temps, que ce soit l'amour ou le vin. Elle me faisait trop envie et j'ai vraiment hâte de la lire. Alors, c'est une bande dessinée qui sort le 17 septembre 2025, donc elle va sortir le jour où vous allez voir cette vidéo, donc c'est super. Et je vois qu'il y a un petit QR code pour écouter l'album de cette BD. Donc je regarderai un peu ça de plus près. Et puis après ici, je vous en dirai un peu plus lorsque je l'aurai lu, parce que là j'ai un peu de lecture en plus par rapport à comment ça a été écrit. Il y a un petit entretien avec l'auteur, donc ça peut être sympa de vous en dire un peu plus là-dessus. Je vous ferai ça peut-être la semaine prochaine si je le lis cette semaine, parce qu'elle me fait tellement envie cette BD. Et bien voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais lu, ce que je suis en train de lire, ce que je lirai prochainement, toutes ces petites réceptions que j'ai eues aussi et qui m'ont l'air vraiment très intéressantes. Est-ce que vous pouvez me dire vous dans les commentaires où vous en êtes dans vos lectures, qu'est-ce que vous avez lu la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a un peu déçu, n'hésitez pas. Si vous avez un livre à me recommander, un truc qui vous a vraiment frappé, happé, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Si vous pouvez mettre un emoji je sais pas moi, on commence l'automne, donc quelque chose qui fait penser à l'automne, juste pour que je puisse savoir aussi que vous avez suivi jusqu'au bout cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre. Et aussi pour ceux qui sont un peu timides aussi, ça peut être sympa de pouvoir mettre quelque chose, un petit emoji, c'est sympa toujours. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos qui sortent. Il y en a 2 par semaine, le mercredi et le samedi quand je peux. Une fois de temps en temps, un petit short vraiment d'1 minute, 1 minute 30. Le lundi, j'essaye une fois par semaine quand je peux. Et je pense vous avoir dit le tout. Pour les lectures communes du mois de septembre, j'en ai pas mis vraiment sur les posts ici ou sur Instagram. J'ai juste fait la semaine dernière, mais ça s'est fait rapidement. Celle sur Hélène Gray, ça a été prévu depuis longtemps, mais l'autre non, ça s'est fait comme ça très vite. On va lire Le dernier enfant du Blitz avec Mélanie la dernière semaine du mois de septembre, donc si jamais vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Pour le mois d'octobre, je n'ai pas encore regardé ce que je prévois de faire en lecture commune, mais je vous le dirai le plus vite possible quand je le saurai. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un like, ça fera toujours faire grandir la chaîne et ça m'encouragera beaucoup. À très bientôt, c'était Aurélie.